On voulait vous demander dans quelle mesure les mathématiques elles permettent de prévoir des phénomènes complexes en sciences. La grande aventure de la prévision mathématique, ça commence avec la révolution scientifique du XVIIe siècle. C'est là, milieu du XVIIe siècle, qu'arrivent les Newton, Leibniz, Huygens et quelques autres qui mettent en place le formalisme des équations différentielles. Les équations différentielles, un secret tel que Newton l'avait encodé sous forme de rébus, tellement il envoyait la puissance, sont développés dans les siècles qui ont suivi pour permettre des prédictions de plus en plus fines de tous les phénomènes, mais en particulier les phénomènes physiques, mécanique des fluides, mécanique tout court, plus tard la mécanique quantique avec les équations de Schrödinger, la relativité, tout ce que vous voulez. Et l'autre grande branche de prédiction-prévision sont les statistiques. Avec les premiers théorèmes vers 1700 de loi des grands nombres, puis la fameuse loi normale, la loi de répartition gaussienne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces lois statistiques ont fait des allers-retours entre les sciences naturelles et les sciences humaines. Des gens comme Adolphe Quetelet en Belgique en ont fait des statistiques humaines avant que les théoriciens de l'atome, Maxwell, Boltzmann, les adaptent au monde des gaz. Au XXe siècle, quand arrivent les ordinateurs, on peut se lancer dans des grands programmes de prévision. C'est bien sûr les grands programmes de météorologie qui permettent de résoudre les équations de la mécanique des fluides, mais aussi les grands programmes comme le rapport du Club de Rome, rapport Meadows, pour prévoir à plusieurs décennies l'évolution, les grandes évolutions écologiques de la Terre. Maintenant, dans cette affaire, la grande dernière surprise récente qui a vraiment été un choc, c'est en 2023, quand DeepMind, mené par Demis Hassabis, annonce qu'ils arrivent avec de l'intelligence artificielle basée donc surtout sur de la statistique, à faire des prédictions météorologiques à moyen terme, à échelle d'une semaine, 10 jours, avec dans bien des cas plus de précision que les modèles très établis des grands instituts météorologiques comme celui de Reading. Grand coup de théâtre qui nous amène à penser que cette science de prédire le futur dans les phénomènes physiques est en cours d'évolution encore. Et justement, vous parlez de statistiques, quelle place les mathématiques peuvent laisser à l'incertitude dans leurs calculs, notamment en sciences sociales, mais aussi en sciences physiques, en sciences naturelles? L'une des grandes aventures les plus passionnantes dans l'histoire des sciences, c'est l'apparition, la découverte des lois qui gouvernent le hasard, avec deux volets. Un premier volet, c'est l'idée que dans certains phénomènes incertains, il y a quand même des lois qui s'accomplissent. Quelqu'un comme Francis Galton parlait de la loi gaussienne comme de quelque chose de si incroyable que les Grecs en auraient fait une divinité s'ils l'avaient connue. La grande loi du chaos qui s'applique d'autant mieux qu'il y a de l'incertitude à la base. Ce sont les grands paradoxes que l'on commence à maîtriser au XIXe siècle. Et le deuxième volet, c'est cette idée qu'il y a une façon d'aborder l'erreur en elle-même, comprendre quelle est l'erreur, la précision. Et ça, c'est une réflexion qui commence au tout début du XIXe siècle, quand on doit mesurer la Terre, mesurer le mètre, les grandes expéditions de Delambre et Méchain pour la mesure du globe terrestre, et où on comprend qu'il faut arriver à sentir, à déterminer quelle est l'erreur, l'incertitude. Donc ces deux grandes avancées qui sont envisagées et verbalisées, si je puis dire, seulement au XIXe siècle, ça fait partie de ce qui est le plus important dans l'ensemble de la démarche scientifique. D'accord. Et justement, l'intelligence artificielle va réduire un peu ces la part de hasard, même s'il en reste toujours. Qu'est-ce que ça peut apporter d'autre en matière de prévision, notamment avec les algorithmes d'apprentissage automatique comme ChatGPT ou autres? L'intelligence artificielle est encore en flux, en mouvement, mais c'est un domaine qui est extrêmement empirique. Et même depuis 10 ans, depuis 12 ans, elle a la revenue théâtrale sur la scène internationale des modèles de réseaux de neurones. Le domaine est devenu la chasse gardée des praticiens, des expérimentateurs, et les théoriciens se retrouvent un peu à la ramasse, ce qui est une situation scientifique assez étonnante. Et pour l'instant, nous avons beaucoup d'incertitudes sur la façon dont les grands modèles d'apprentissage vont permettre d'envisager ce domaine de la prédiction. De façon générale, le paradigme qui se dégage, c'est l'idée, quand vous avez un phénomène pour lequel il y a un modèle identifié, mathématique, approximatif, mais déjà un modèle au départ, utilisez l'apprentissage automatique pour apprendre dans quel sens traiter les erreurs. Vous voyez, vous avez un modèle qui vous donne telle prédiction,
Vous voyez où ça en est? Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, l'écart entre les deux, celui-ci, vous le confiez à l'apprentissage automatique. Plutôt que de confier l'ensemble à l'apprentissage automatique, c'est donc cette approche hybride, moitié modèle, moitié statistique, qui, on peut le penser, va s'imposer dans bien des cas. D'accord. Et justement, ça va de plus en plus vite, ça se développe de plus en plus. Quels sont pour vous les enjeux éthiques et légaux à prendre en compte dans l'utilisation de ces algorithmes dans le futur? Le premier enjeu, la première question avec l'intelligence artificielle, c'est au moins arriver à se démêler dans cet océan de gens qui vous bluffent de tous les côtés et qui rivalisent de mensonges pour attirer votre attention, vos milliards et le pouvoir. Et rien que arriver à faire la part des choses dans cet océan de bluff et de malhonnêteté intellectuelle et d'escroquerie est un enjeu considérable. L'Europe, à coup sûr, est le territoire dans le monde qui a su, pour l'instant, le mieux réagir sur les questions légales, sur les corpus réglementaires, avec le AI Act, qui est un bon compromis trouvé. Les grands enjeux pour l'Europe aujourd'hui, c'est d'arriver à pouvoir développer des outils qui non seulement sont fiables, mais sont écoutés, entendus, sortir de ce grand aveuglement collectif qui a conduit à voir systématiquement les choses outre-Atlantique comme plus brillantes que ce qui se fait ici même, et arriver à garder la tête froide dans un contexte où le monde entier semble rivaliser de délire. Il y a quelques semaines, l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, expliquait dans une interview hallucinante qu'après tout, il devient clair que nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs climat, autant les abandonner pour tout miser sur le développement de l'intelligence artificielle qui peut-être arrivera à nous sauver de la situation écologique dans laquelle nous sommes. Alors, quand on voit le chaos qui règne aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, faire confiance à l'intelligence artificielle pour se sauver de notre propre chaos, c'est vraiment le comble de l'aveuglement. Que ça émane de quelqu'un qui a été patron de l'une des plus grandes et des plus influentes entreprises du monde, c'est carrément inquiétant.